le micro marche. Prêt? On a besoin de micro, oui, je pense quand même. Et merci à Christina et Luc de nous avoir invités à parler à notre tour de ce qu'on fait. Différentes activités réunies sous cette plateforme éditoriale et curatoriale baptisée What You See, What You Hear. Et nous allons revenir ici aujourd'hui sur notre parcours respectif et surtout commun et ces différentes activités en commençant par ce qui a constitué le premier jalon, le premier épisode et qui a préexisté à l'émergence de cette plateforme, à savoir la revue d'art contemporain sur le son volume que nous avons tous deux fondée en 2010 et dont nous avons dirigé la publication jusqu'à la parution du dernier numéro en date en décembre 2013. Donc on va revenir en premier lieu sur le contexte de genèse de cette revue, volume, faire une petite présentation générale de la revue, et bien sûr de sa ligne éditoriale et de notre méthode de travail, ainsi qu'une brève présentation des 6 numéros de la collection et d'un numéro spécial entretien qui est venu compléter cette collection en dernier lieu. Puis on évoquera ensuite l'évolution et les déclinaisons de volume qui a commencé en étant une revue mais qui a été aussi assortie d'un certain nombre de formats autres. La revue fonctionnant notamment comme une base de données, voire comme partition qui donne donc lieu à d'autres formes, notamment des playlists diffusées sous différents formats, de séances d'écoute, voire de DJ set, on y reviendra, d'une exposition et d'un disque. Mais aussi, indépendamment de la revue comme base de données, on reviendra sur un certain nombre d'événements que nous avons programmés, à la fois diffusion et séances d'écoute, concerts, conférences et conférences. Et puis des projets curatoriaux annexes, pas directement affiliés, disons, à la revue, mais qui en prolongent les questionnements et les enjeux. Donc on va revenir pour commencer par le début, c'est-à-dire la naissance de volume. Il faut préciser un peu d'où on sort, si je puis dire, tous les deux, qui sommes toujours critiques d'art indépendant. Et on avait l'un et l'autre envie de s'associer sur un projet commun lié donc à notre principale activité à l'époque, à savoir l'écriture. Et donc cette revue est née autour de ce désir de créer un objet éditorial qui soit une revue, mais qui ne soit pas toutefois une énième publication sur l'art généraliste, mais qui puisse proposer un regard assez singulier sur la création contemporaine. Et à cette époque, il y a 6 ans maintenant, le contexte était un peu particulier, en tout cas en France à ce moment-là, puisqu'il y a eu un certain nombre d'expositions et d'événements qui, de près ou de loin, tournaient assez fortement autour de cette question du son, que ce soit à propos de son utilisation comme médium par les artistes plasticiens, de l'exposition, la question de l'exposition du son, mais aussi des formats que le son permettait d'explorer. Alors on peut citer, on y reviendra parce que c'était des choses assez présentes dans ce premier numéro, l'exposition 23 minutes 17 à main d'œuvre, l'exposition en marge de la Biennale de Lyon en 2009, Note musique au Fort du Bouessin près de Lyon, ou l'opération, la manifestation diagonale qui a été orchestrée par le Centre national des arts plastiques à travers toute la France, mais aussi en Belgique, au Luxembourg. Exposition, événements, des choses assez larges. Donc il y avait comme ça une sorte de climat dynamique assez stimulant qui n'a pas été la seule raison qui nous a poussé à créer cette revue, mais qui nous a conforté en tout cas un peu dans cette intuition
son élargi, en tout cas, pouvait être une porte d'entrée assez intéressante pour créer une revue d'art. Oui, alors on peut aussi revenir sur dire quelques mots de présentation plus générale donc sur la revue, donc, qui était une revue semestrielle et bilingue, qui paraissait tous les 6 mois en français et en anglais, et qui était tirée autour de 1000 exemplaires. Une revue aussi donc, sur le son, qui avait la particularité peut-être un peu paradoxale aussi de ne pas donner de son à entendre, c'est-à-dire que la revue n'a jamais été accompagnée d'un support sonore type CD, par exemple, mais dès le départ, en fait, le projet, l'ambition de la revue, c'était d'essayer de parler de son, de ces questions sonores uniquement à travers les textes et l'image. Alors bien évidemment, donc, quand on crée une revue, il y a la dimension graphique qui est nécessairement importante, et donc il a fallu définir une identité graphique dès le premier numéro, mais une identité qu'on a voulu aussi un peu en mouvement, en tout cas bon, avec une structure qui revient d'un numéro à l'autre, mais on a assez rapidement, dès le deuxième numéro, cherché aussi à insuffler, à intégrer dans cette charte graphique, dans cette mise en page assez définie, des éléments qui viendraient fonctionner de manière assez autonome finalement, donc sur des articles en particulier. C'est-à-dire que certains articles donnaient lieu à ce qu'on a appelé, entre nous en tout cas, des cahiers spéciaux, donc qui bénéficiaient d'une mise en page qui était radicalement différente du reste de la revue, et qui était publié aussi sur un papier différent, donc qui était un papier bouffant, qui donnait aussi une certaine ergonomie à la lecture, qui permettait de varier aussi selon les sujets. Tout en étant fait par le même graphiste. Oui, on a toujours travaillé. D'ailleurs, tous les projets qu'on a faits sont avec David Benoussa, donc qui est le graphiste avec notre graphiste. Donc voilà une dimension graphique en évolution. Et on a aussi, donc, je ne sais pas si c'est très visible là sur ces petites images, mais le titre de la revue, donc volume What You See is What You Live, est accompagné d'une sorte de sous-titre qui est Revue d'art contemporain sur le son, dans une volonté peut-être d'éclairer aussi ce titre un peu énigmatique aussi de volume What You See is What You Live, de l'éclairer en même temps, d'utiliser une appellation qui est un peu redondante, ou en tout cas qui multiplie les définitions. Donc c'est une revue d'art contemporain, mais c'est aussi une revue d'art contemporain sur le son, comme un système un peu de poupée russe, le son étant un peu extrait de son champ habituel, pour venir éclairer aussi la dimension art contemporain. C'est-à-dire que pour nous, on considère le volume avant tout comme une revue d'art, dont on utilise le son comme prisme justement pour parler de ces questions. Liées particulièrement au champ de l'art, il y a un certain nombre de pratiques qui, d'une manière ou d'une autre, résonnent avec cette question du son. Alors, il peut être aussi des pratiques où il n'y a aucun son ou rien d'audible à entendre, mais où le son intervient d'une manière directe ou indirecte, soit par exemple dans le cas de pratiques plus sculpturales ou plus picturales, où le son n'est pas donné à entendre, mais presque à être audible. Voilà, on a aussi créé cette revue avec la volonté aussi, donc, comme le disait Anou, on n'est pas des spécialistes du son ou de l'art sonore, on s'ancre vraiment dans le champ de l'art contemporain. Et c'était important pour nous aussi, c'était intéressant pour nous de créer une revue comme ça en tant que non spécialiste. C'est-à-dire ce qu'on pouvait apporter justement en échappant à certaines querelles de chapelle, par exemple, des choses plus... on n'avait pas particulièrement de conception du son en tant que tel à défendre, mais plutôt on avait la volonté d'essayer d'aborder cette question du son sous un aspect le plus ouvert et le plus large possible, et voir justement comment ça pourrait résonner.
avec un certain nombre de pratiques artistiques contemporaines. Voilà, donc, cette idée de son élargi, où peut se trouver le son et comment ça résonne avec ces pratiques artistiques. Donc c'était l'idée de partir d'un médium, qui est le son, qui est largement utilisé par les artistes aujourd'hui, et d'essayer de l'étirer, de le décloisonner, de manière en fait à peut-être dépasser une conception du médium en tant que tel pour essayer d'aborder cette dimension, le son, qui est un terme quand même toujours très vague, très difficile à définir, de l'aborder plutôt, enfin moins comme un médium, pas uniquement en tout cas, mais aussi comme une notion qui serait suffisamment riche, qui permettrait de tirer suffisamment de ficelles et de perspectives pour aborder aussi un certain nombre d'autres questions. Oui, alors aussi, peut-être pour vous dire comment fonctionnait un peu à la fois dans les méthodes de travail, dont on découle aussi un peu les définitions de notre ligne éditoriale. En fait, chaque numéro était construit à partir ou autour d'un ou plusieurs axes de travail. Donc, il partait en général de pistes thématiques qu'on avait envie de développer, voilà, et qui trouvaient bien évidemment un écho avec cette question du son, et des pistes qui évoluaient souvent en cours de route, qui pouvaient prendre d'autres chemins ou permettre de. Voilà, on pouvait aussi dévier des fois des idées premières qu'on avait, et ça bien évidemment en discutant avec les différents contributeurs qu'on invitait qu'on invitait donc à participer à la revue, donc des contributeurs qui sont à la fois les auteurs, mais aussi les artistes, mais je vais y revenir. Alors je parle des contributeurs, c'est assez important, bien évidemment c'est eux qui constituent, enfin qui apportent le fond de la revue avec leurs textes et leurs propositions, mais aussi parce qu'on avait choisi aussi dès le départ de ne pas avoir une équipe fixe, bien que finalement il y ait un certain nombre d'auteurs qui reviennent d'un numéro à l'autre. Mais on avait plutôt donc, dans cette logique de travailler à partir d'un axe de recherche, d'orientation qui serait différente à chaque numéro. Bien évidemment, ça orientait aussi les choix vers des personnes différentes potentiellement à chaque fois. Et aussi en fonction de gens qu'on avait plus ou moins envie de solliciter donc pour aborder telle ou telle thématique. Pas tant parce qu'ils auraient été les spécialistes du sujet qui auraient été abordés à travers ces numéros, mais aussi pour les regards un peu plus singuliers, le point de vue un peu plus, disons, transversal, de biais qu'ils auraient pu apporter. Alors il y a aussi eu le cas de temps en temps de propositions extérieures, c'est-à-dire que dans la majorité des cas, c'est nous qui sollicitions les gens, mais ça arrivait aussi que certains auteurs nous proposent des textes, donc ça c'était pas si courant, mais ça arrivait, du coup on examinait la proposition existante. On a mis l'existant, oui. Pas connu, je n'ai jamais été non plus une manière très large, mais c'est vrai que plus les numéros avançaient, plus on a eu aussi des propositions. Donc on a accepté ou non justement en fonction de la pertinence par rapport au numéro en cours, celui qui allait arriver. Alors c'est aussi important finalement cette logique un peu thématique, voilà, c'est pas toujours le mot qu'on préfère, mais je trouve que c'est ça. Parce que de choisir de travailler dans cette logique, ça nous a aussi poussé dès le départ à pas adopter disons un modèle un peu standard, non pas un modèle standard, disons une forme un peu fixe de la revue qui serait définie par exemple par un rubricage avec un dossier qui reviendrait de telle page à telle page de manière systématique d'un numéro à l'autre. Voilà, d'essayer d'éviter un peu un modèle trop monolithique de revue qui ne permette pas finalement suffisamment de fluidité, d'adaptabilité, d'adaptation par rapport justement aux propositions et aux envies. Alors voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était fait de manière très empirique, quand même,
avec voilà, les choses se mettaient en place souvent très progressivement, même si on avait à l'origine des idées assez claires de vers quoi on voulait aller, mais tout ça s'imbriquait justement dans ce travail collaboratif aussi entre les uns et les autres. Donc, plutôt qu'un rubricage, on avait choisi d'organiser la revue plutôt autour de quelque chose d'assez simple, qui est un ensemble de régimes de texte critique. Donc, il y avait les analyses, les monos, les entretiens, ce qu'on appelle aussi les focus, donc sur une œuvre en particulier. Donc, nous, on pouvait varier d'un numéro à l'autre. Voilà, c'était juste finalement des types de textes. Il n'y avait pas d'implication particulière dans la construction du numéro. Ils venaient juste s'articuler les uns les autres au mieux, ou essayer en tout cas. Selon un chemin de fer qui était pensé une fois qu'on avait tous les ingrédients, tous les éléments pour essayer de construire en filigrane, en tout cas, c'était pas forcément explicite comme ça, même si les photos étaient un peu, enfin, on pouvait donner quelques orientations de sens de lecture, mais le chemin de fer se faisait, c'était toujours une étape assez importante et parfois douloureuse aussi d'agencer ces différents éléments entre eux pour vraiment construire un projet. Et donc il y a à ces régimes de texte, donc vraiment du texte critique, il y avait aussi un pendant plus artistique, disons, puisqu'on invitait aussi dans le cadre d'interventions spécifiques des artistes à investir le format de la revue sous forme des doubles pages de la revue. On en proposait en fonction de 2 à 3 doubles pages, qui étaient l'occasion soit de projets inédits, soit des fois des manières de réinterpréter des projets qui ont pu exister au préalable, sous forme par exemple de partitions, de scénarios, de scripts. Voilà, c'est des formes aussi qui pouvaient revenir assez fréquemment dans ce genre d'intervention. Voilà, donc c'était ce projet de revue, c'était envisagé voilà, un espace critique qui pouvait donner lieu à la fois à une recherche et à une critique éditoriale, mais finalement aussi curatoriale. Ça c'est venu un peu, réflexion est venue un peu avec le temps, mais c'est vrai que finalement on a très vite pas dissocié, peu dissocié ce qui relevait de faire une exposition et faire une édition. C'est-à-dire qu'on faisait ces numéros aussi de la même manière qu'on aurait pu concevoir une exposition. Et voilà, pour nous, parce que par la suite, on a développé ces différentes casquettes. Mais très, pour nous, voilà, il n'y a pas de hiérarchie, pas de distinction dans ces manières de travailler. Si les finalités sont différentes, finalement, c'est pas dans les enjeux très. Enfin, les enjeux sont différents, en tout cas dans les manières de travailler, c'est pareil. On va revenir du coup et assez brièvement attaché en tout cas parce que c'est terminé sur le contenu des numéros en eux-mêmes et donc c'est par le premier numéro dont j'ai un petit peu parlé déjà en introduction évoquant le contexte de naissance de la revue. Et donc puisque précisément ce premier numéro revenait donc, sur un certain nombre d'expositions et manifestations qui ont contribué à l'émergence d'un contexte artistique qui faisait la part belle au son, donc à l'émergence de ce projet de revue. Donc il y a un entretien dans le numéro avec Sébastien Faucon qui travaille au FNAC et qui était l'instigateur de ce projet donc, diagonal qui était autour de différentes manières d'envisager le son dans l'art contemporain à travers notamment les productions du FNAC, le Fonds national d'art contemporain. Un essai de Bastien Gallet, critique d'art et philosophe au sujet de l'expo Notes musique au Fort du Poussin, donc il a réunissé tout un ensemble d'artistes essentiellement français plasticiens travaillant autour de la question du son. Un entretien avec Kervin Roland, ingénieur du son, qui a travaillé lui sur l'exposition 23 2017 à
main d'œuvre qui réunissait Dominique Petitgand, Pascal Brocolicki, Jérôme Corret et Dominique Blais. Voilà, donc c'était aussi un numéro assez français, finalement, de fait de justement ce contexte un petit peu local qui nous entourait à ce moment-là et qui était assez marqué. Voilà. Ensuite, assez vite, dès le deuxième numéro, on est sorti aussi un peu de ces frontières pour vraiment s'intéresser à des artistes qui nous intéressaient déjà, mais à ouvrir évidemment aussi tout ça sur d'autres scènes et d'autres types de pratiques. Justement, à propos de Dominique Blais, donc, qui fait en quelque sorte la couverture de ce premier numéro, qui est en fait un numéro, et on ne l'a jamais réédité d'ailleurs, avec une couverture à Rabat, qui a été toute une histoire, mais bon, en fait c'est pas un diptyque, c'est une pièce avec cette forme en fait apparaît deux fois. C'est un dessin qui est réalisé à partir de projections de poudre de graphite sur une feuille de papier, projetée directement par les enceintes, par le souffle des enceintes, et donc c'est une série de dessins. Les empreintes graphiques sur le papier, évidemment différent selon le morceau de musique joué. En l'occurrence, là, c'est un morceau de au tecre, plutôt punchy. Et donc, d'autres dessins sont beaucoup plus ténus dans l'empreinte, alors que là, c'est vraiment les basses et le son étant particulièrement fort. Cette empreinte, donc, était aussi une manière de justement figurer ce sujet de la représentation du son, de l'image du son, de sa figuration, et qui était aussi pour nous intéressant à aborder dans un premier numéro, qui était aussi, voilà, pour une revue sur le son, un numéro assez inaugural, donc il s'agissait aussi de se positionner et donc de prendre un petit peu aussi cette position qui serait un peu pas forcément celle à laquelle on pense tout de suite en parlant de sonore justement, mais d'œuvres plastiques qui, du dessin à la sculpture, à d'autres types de formes, ne sont pas directement sonores, mais peuvent être soit réalisées à partir du son, comme c'est le cas là, soit évoquer le son sans en diffuser. Donc ça nous paraissait important aussi, dès ce premier numéro, de justement montrer à quel point le son pouvait être présent, y compris dans des formes plastiques non sonores, et donc recouvrir finalement tous les médiums de l'art sonore, de l'art sonore, du dessin à la sculpture, en passant par la photo. J'avais écrit dans ce premier numéro un texte sur l'artiste français Laurent Montaron, dont le travail est assez hétérogène, enfin protéiforme en tout cas, mais assez photographique aussi. Et on voit là notamment une photo de quelqu'un qui s'enregistre. Voilà, c'est l'image du son sans son. Et là, une image d'une pièce de Pascal Brocolicki au Fort de Bruxelles, justement, dans l'exposition. Voilà, donc c'était aussi, je le dis, ce premier numéro, une manière de se positionner en interrogeant ce qui pouvait, les usages et lectures multiples du son dans l'art contemporain, au-delà de la dimension sémantique d'un art dit sonore, et comment ça peut intégrer, ça intègre d'ailleurs tous les médiums. Il y avait aussi un texte, un autre exemple, qui est pour le coup une intervention d'un artiste qui est aussi musicien, Sanon Takahashi, et qui a une énorme discothèque qu'il classe par couleur. Là, c'est une série de photos qu'il a faites sur des pans comme ça
récupération traumatique comme ça du disque. Et un texte donc, plus historisant de Christophe Gallois sur cette performance de Steve Reich qui réunissait Steve Reich, mais à laquelle on participait Bruce Nauman, Richard Serra et Michael Snow en 69, fin de Love Music. Cette performance qui consistait à lancer les micros au-dessus d'enceintes, avec tout un jeu de Larsen qui s'opérait, et pour montrer aussi comment se manifestait déjà à l'époque une forme de porosité entre différentes pratiques, différentes disciplines, à la fois du son, de la musique, mais aussi des arts plastiques. Voilà une œuvre qui mettait d'ailleurs aussi en rapport une autre question assez importante, évidemment par rapport à la question du son, qui était aussi abordée dans ce numéro, à savoir la question du temps qu'entretient le son, qui était notamment abordée aussi à travers un entretien avec le commissaire d'expo Mathieu Copland, entretien de Mathieu Copland avec le compositeur Charlemagne Palestine sur son travail musical de notes tenues, des compositions musicales à travers des notes qui durent. Avec le deuxième numéro, on a voulu revenir aussi sur quelque chose de, disons, une forme presque primitive du son qui est la question de la voix. La voix est par extension de tout ce qu'elle peut donner en termes de langage, d'oralité, de storytelling, de parole. Donc une voix qu'on retrouve dans différentes pratiques, qu'elle relève de la performance, de la poésie sonore, de l'écriture. Donc il était question, notamment, je vais les citer rapidement, mais il était question dans ce numéro des travaux de Benjamin Serror, de Loreto Martinez-Troncoso, du poète concret brésilien Augusto de Campos, l'artiste britannique Ana Barra, ou encore de Vittorio Santoro. Ce qui nous intéressait avec la voix, c'est sa dimension à la fois immatérielle et physique, donc presque la portée sculpturale en fait que peut avoir la voix, mais aussi la voix cet après-midi aussi comme vecteur de récit, de fiction, de discours, mais aussi de propagande. Voilà, revenant sur tout ce qui est pouvoir d'énonciation, figure du conteur, lien entre oralité et écriture. Il y avait aussi un texte sur la radio, donc qui a d'ailleurs été le premier fameux cahier spécial qu'on a mis en place dès le deuxième numéro. Le troisième numéro, celui-ci revient finalement plus ouvertement sur des questions liées à la musique, et notamment musique populaire, et à tous les effets qu'elle peut véhiculer en termes culturels. Donc il a été question des phénomènes de muséification de la culture populaire qui est assez fort et assez intriguant aux États-Unis, une manière aussi d'écrire leur propre histoire à travers la musique populaire. Des questions aussi d'utilisation et d'appropriation de figures emblématiques de musiciens ou d'artistes, mais aussi d'appropriation de toute l'iconographie que peut produire la pop culture. Voilà, les questions de fétiche et aussi de potentiel critique à partir de ces éléments, comment on peut réinverser les choses et proposer un propos plus critique et plus politique. Et sur cette question d'aspect critique ou subversif, en tout cas, dans la tentative il était aussi question de pratiques plus expérimentales qui tentaient aussi d'interroger et de remettre en question aussi les règles du genre auxquelles elles appartenaient pour créer en fait des situations un peu nouvelles, souvent d'ailleurs dans le cas de situations collectives, qui tendaient à redéfinir les positions de chacun, donc les positions entre l'acteur, l'interprète, le spectateur. Il était notamment question de musique improvisée et expérimentale, comment ces musiques aussi ont essayé de remettre en question justement ce rapport entre celui qui produit la musique et celui qui l'écoute, ce truc un peu frontal. Donc on revenait notamment avec un entretien
Et puis un retour aussi sur une revue un peu historique, mais assez emblématique, une revue américaine qui s'appelle Source, qui a été qui est apparue entre 1966 et 1973, et voilà, qui était aussi l'occasion de la publication d'un certain nombre de partitions de projets pas mal liés quand même à Fluxus, mais pas uniquement. Et puis donc l'autre versant de sa pratique expérimentale, c'était donc la poésie sonore. Et il était notamment question de Bernard Heitzig et voilà, de la manière dont il a cherché à produire une poésie qui soit plus simplement écrite, mais vraiment faite pour être dite, et pour être dite debout, voilà, comme il disait lui-même, poésie debout. Quatrième numéro, pour le dire vite, je pense un peu accéléré, placé, comme le suggère cette couverture, une sculpture de Ryan Vander, qui sont en fait des contenants qui contiennent un ensemble d'objets dont la liste est lisible, mais voilà, le contenu reste inaccessible et invisible. Un numéro placé sous le signe du double, selon des angles, des orientations assez différentes. Il était question notamment de la double pratique assez courante finalement d'artistes à la fois plasticiens et musiciens, de Pierre Henry à Marc Lequet en passant par David Johnston. Du motif également de la reprise, notamment musicale, et des enjeux de la reproduction et de la copie. La question aussi de l'interprétation, à la fois du point de vue de l'interprète, mais aussi du spectateur, du récepteur, avec évidemment cette question de l'adresse, en sachant qu'un certain nombre de pièces partent, comme c'est le cas d'une performance de Robert Morris 21.3 qui était évoquée à travers un texte dans ce numéro, que le point de départ peut être inscrit une partition qui va être jouée, interprétée, et faire l'objet, c'est le cas d'ailleurs de cette performance, parfois d'une dissociation, d'une désynchronisation entre la vue et lui sur un principe qu'on reprend acousmatique, c'est-à-dire que, comme si je cachais l'ordinateur, c'est une partie vraie, c'est-à-dire que vous m'entendez parler, mais on ne voit pas la source du son, en l'occurrence de la parole. Également, donc, notamment, qui évoquait ces pièces, en tout cas plus précisément cette série de pièces de Ryan Vander, une sorte de réalité doublée, cette question de la réalité et son double, avec évoquant des œuvres qui tiennent manifestement secret un contenu, donc parfois lisible mais inaccessible, invisible, et aussi Raphaël avait écrit un texte sur l'audio guide, cette espèce de voix qui nous accompagne, qui nous parle, souvent en même temps qu'on visite une exposition, et comment certains artistes s'emparent aussi de cet outil presque prothèse maintenant muséale, qui peut faire l'objet de certaines œuvres parodiques comme l'a fait Auréa Fraser, qui est une artiste assez emblématique de la critique institutionnelle et qui joue aussi de cet instrument et qui s'en moque un peu. Le numéro 5, c'était un numéro plutôt explorer en fait les technologies et les dispositifs de communication. Et c'est des dispositifs qui impliquaient donc, ces questions du son, mais en particulier de la voix. Donc il y avait tout un texte sur le téléphone art, voilà, avec le premier projet de téléphone painting de Molinage des années 20, et puis au travers de l'exposition Art by Telephone qui avait eu en 69 UCA à Chicago, qui a été réactivée récemment par Sébastien Puot et Fabien Vallos
spectateurs, et qui était évoqué au travers d'une conférence performée de l'artiste allemand Eric Bölger, voilà, qui revenait à travers différentes sources, que ce soit La voix de son maître ou le film L'Exorciste, qui revenait donc sur cette notion de schizophrénie et de ces liens entre enregistrement, techniques d'enregistrement, évolution des techniques d'enregistrement et fantômes, et spectres, notamment tous ces travaux d'électronique voice phénomène qui consistaient à capter dans le bruit blanc, dans le bruit de la télé, des voix surgies de l'au-delà. Il était aussi question dans ce numéro de dispositifs immersifs qui plongeaient le spectateur dans des situations qui pouvaient l'amener à perdre ses repères ou perdre ses sens. À l'instar, notamment, il y avait un texte sur les light shows qui étaient des dispositifs qui accompagnaient des concerts de musique psychédélique à la fin des années 60, qui était un système assez sophistiqué de fluides colorés qui étaient directement, rétro-projetés sur les musiciens qui jouaient en concert. Voilà, donc il y a tout un jeu, tout un truc autour de ça. Et bien évidemment, la question de la culture de l'expérience et de l'altération de la conscience avec au fil du temps, tout type de drogue. En tout cas pour le sujet. Les drogues hallucinogènes, évidemment, qui étaient associées, qui restent associées à cette musique. Et, numéro 6, donc, qui est le dernier du genre, en tout cas qui clôture cette collection dont on peut en parler, qui était penché sur la dimension, en tout cas en grande partie sur la dimension architecturale et ou sculpturale, ce qu'on pourrait qualifier de forme du live, c'est-à-dire des lieux, des espaces, en tout cas de production de tout type qui en pouvait comme engagé dans à la fois l'espace de production comme le studio par exemple, donc qui s'est avec le temps dématérialisé et déplacé pour faire maintenant plutôt le home studio, donc le studio portable, etc. Mais aussi dans différents dispositifs de jeu, à la fois théâtral, scénique, musical, engageant donc différents types de performances, de types de prise de parole, avec cette question évidemment assez présente de l'interprétation du public. Voilà, de la scène, du pupitre, en passant par le speaker's corner, notamment avec un texte évoquant une performance des années 70 de Marcel Waters qui reprend justement ce motif du speaker's corner sur le lieu même de son invention, en quelque sorte à Hyde Park à Londres. Donc, cette idée qu'à un endroit, tout un chacun pouvait prendre la parole en s'érigeant sur une pièce ou en tout cas tout promontoire qui fait qu'on peut s'adresser à un public attentif ou pas. Voilà, et pour en finir presque avec le volume, en tout cas en tant que revue, un numéro donc, spécial entretien qui est ce numéro bleu qui bénéficie aussi d'une maquette spéciale, bien qu'elle ait été faite toujours par notre graphiste en chef, mais voilà, aussi avec pour le coup que du papier bouffant. Enfin, je voulais aussi un objet qui se démarque de cette collection des 6 numéros et qui viennent déjà amorcer à la fois cette fin et en même temps qui ouvre un petit peu sur d'autres champs qu'on va aborder ensuite. Et là, l'idée était justement de à la fois reprendre ce régime de texte qui était présent dès le premier numéro, qui est l'entretien, et qui engage déjà en soi, à travers ce motif du dialogue, de l'échange qui peut s'incarner à travers aussi la parole, comment, à travers ce régime de texte,
montrer, en tout cas dans ce numéro, à la fois un nombre et un type d'interlocuteurs assez différents et aussi des formats d'entretien différents pour explorer un petit peu à la fois cette question et ce type de texte et d'approche. Voilà, désolé, on a un peu squeezé sur les derniers numéros, mais on va passer maintenant à autre chose. Parce qu'en effet, pendant qu'on a travaillé à développer cette revue, on a aussi eu assez rapidement et l'occasion et disons la volonté aussi de proposer des déclinaisons, des sortes d'extensions de la revue, donc qui ont existé parallèlement à la publication, c'est-à-dire l'extension, c'est-à-dire d'envisager les différents numéros comme un matériau possible, comme une sorte de base de données, dans certains cas comme une partition, qui pourrait venir alimenter et générer des nouveaux formats, ou travailler de nouveaux supports, qu'ils soient matériels ou physiques. Donc on va vous présenter quelques exemples. Donc la première occurrence, c'est ce Let the Magazine Play, qui est finalement une forme assez simple, qui est une séance d'écoute, qui a eu lieu à l'École des Beaux-Arts de Paris pendant un week-end d'événements qui était dans le cadre de l'exposition des Félicités, qui s'appelait Géographie nomade, et qui est finalement une sorte de bande-son de la revue. Donc je crois qu'à l'époque, il y avait 3 numéros qui étaient parus. Donc dans ces 3 numéros, on est venu piocher différents types de sons qui étaient évoqués dans les articles. Voilà, avec aussi un panel de formes qui traduisait aussi cette volonté d'envisager le son comme une forme élargie. Et puis par la suite, donc ça c'était en 2013 aussi. C'était un peu avant, je pense. Ouais. Quoi qu'il en soit, en 2013, on a prolongé un petit peu ce système d'extraction, mais cette fois plus uniquement sous la forme d'une playlist, mais en tirant aussi du contenu de la revue des formes qui soient aussi de l'ordre de la vidéo, de l'affiche, de l'édition, des formes qui mélangeaient à la fois des œuvres d'art, des objets plus de l'ordre de la documentation aussi. Il y avait un certain nombre de livres, d'éditions aussi sonores, de vinyle. Voilà, il y avait une platine vinyle qui était à disposition pour écouter quelques sélections, là, à chaque fois comme des sortes d'extraction du contenu de la revue. Voilà. Comment la revue pouvait à son tour produire et finalement réintégrer non plus comment elle pouvait sortir du discours critique pour reproduire à nouveau des situations et des formats d'exposition ou d'existence différents. En sachant que, c'est un détail, mais que cette structure nous était imposée dans ce programme d'exposition autour de l'exposition de la publication, justement, en 4 volets, que nous on était le 2e volet, que c'était quelque chose qui venait s'additionner comme ça, se compléter et jouer avec cette structure modulable qu'on venait habiter. Dans la même logique, et justement pour la première fois à l'occasion du vernissage de cette exposition, et que je n'ai pas dit, qui s'appelait Volume as a Score, qui se déroulait à Berlin, dans un lieu qui s'appelle District. Donc pour le vernissage, on avait invité Jérôme Poré, qui est un artiste plasticien, mais dans la pratique est assez influencé par le son. On l'avait invité justement à proposer pour le coup une sorte de playlist, avec ce programme qui s'appelait Playlisten. Alors que non plus nous, comme avec la première occurrence avec l'École des Beaux-Arts, on avait nous-mêmes fait les choix des morceaux. Là, on a demandé et des morceaux qui étaient explicitement évoqués dans les articles. Là, on a demandé à Jérôme de finalement proposer une playlist à partir de sa lecture. Donc ça pouvait être aussi des morceaux qui lui étaient évoqués par les différents sujets. Plus, en effet, parce que nous, c'était à la fois des morceaux de musique, mais aussi des bandes-sons, entre guillemets, de pièces sonores, d'un tissu sonore assez hétérogène, alors que Jérôme est quand même plus principalement sur l'aspect musical. Donc, oui, c'était des morceaux. Musique, essentiellement. C'était une
vraie playlist musicale. Et donc ça a eu lieu la première fois à District, et puis ça a été réactivé récemment. Donc c'était sur quel numéro 5, numéro 5 à Berlin. Numéro 6, donc là en janvier au Magval. Voilà, il a reproposé ce système de playlist, mais qui était diffusé aussi dans un cadre un peu particulier du restaurant, je sais pas si la cafette, du musée, donc qui était comme ça, comme un bruit de fond, plus que comme une performance. Et puis surtout, ce système de distraction, ça a donné lieu aussi à ce projet de disque vinyle, donc, qui s'appelle Issu, et donc on avait envie d'inviter Sébastien Roux, donc un compositeur d'électroacoustique, à s'emparer de la collection volume. Donc c'est quand on a fini finalement de paraître la revue qu'on a voulu l'inviter. Alors ça nous semblait finalement plus intéressant au début on voulait peut-être faire une sorte de coffret qui réunirait tous les numéros avec une sorte d'objet un peu précieux qui réunirait ensemble, et puis on s'est dit aussi que ça serait finalement plus intéressant d'essayer de rejouer toute cette collection en invitant Sébastien à proposer une interprétation sonore de ces 6 numéros de volume. Donc il a proposé donc, un système de traduction sonore en partant, je ne sais pas si je rentre dans le détail de l'explication, mais en gros il est parti, donc il y a une piste sonore par numéro. Il a travaillé à partir de partitions qui ont directement émané des articles de la revue. C'est un peu compliqué, mais en fait pas tellement. En fait, il est parti d'une sorte de lexique de termes sonores assez classique. Et à partir de là, il a isolé. Donc, pour le numéro 1 ici, il a travaillé sur l'ensemble des numéros, des textes, ouais. Mais pour les autres numéros, il a travaillé sur un texte en particulier. Donc sur ces textes, il a isolé les termes de ces index, issus de cet index qui revenait sur les plages, et il les a isolés de manière à conserver uniquement justement ces petites phrases qui fonctionnent comme une sorte de phrases spatialisées un peu à la Mallarmé, comme dans un poème de Mallarmé, et qui viennent finalement donner un certain nombre d'indications, à la fois sur des indications de composition, à la fois sur les choix des sons qu'il va utiliser, mais aussi sur le rythme et sur les différents mouvements. Je pense que peut-être montrer la partition. Là, on voit l'intérieur du disque, donc c'est un gatefold, c'est un disque qui s'ouvre. Il n'y a aucun disque, mais c'est tout qui. Et donc, donc on a aussi voulu, enfin, disons qu'on a voulu éditer, on a réalisé une édition limitée d'une de ces partitions, à partir de laquelle il a travaillé. Donc là, tout est consultable. C'est pas très visible sur le. Donc c'est une édition limitée qui est limitée à 25 exemplaires. Il s'appelle Issu 3, et donc qui reprend la partition donc, de la piste 3, correspondant donc, au numéro 3 de la revue, et qu'on a réalisé à l'occasion en mai du salon Multiple Art Day, organisé par le SNAI à la Maison Rouge. Du coup, on voulait vous faire écouter la piste 3, mais peut-être qu'on fera à l'issue de la conférence, en fonction du timing, on va avancer dans la présentation en évoquant un certain nombre d'événements qu'on a programmés pour montrer aussi un peu la palette de ce qu'on peut faire, donc indépendamment de ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire des sortes d'activation de volume de manière assez marquée par rapport au disque, mais aussi parfois plus ponctuellement qui fonctionne comme une base de données, mais indépendamment de ça, même si c'est lié aussi à la revue d'une certaine manière. On a fait un certain nombre de choses, notamment, justement, on avait déjà, lors d'un lancement du numéro 6, donc dernier numéro presque du volume, invité Sébastien Roux à faire une séance d'écoute d'un projet qui s'appelle Inevitable Music,
proche tout en étant très très différent issus, et qui est un travail de traduction sonore, d'instruction de dessin de Sol Lewitt. Donc on voit sur la pochette du vinyle, puisque ce travail a aussi fait l'objet d'une édition vinyle que nous n'avons pas éditée, mais qui est éditée chez Future Audiographics, qui est un label américain. Et donc, voilà, on va à cette occasion inviter Sébastien Roux à faire écouter ce travail déjà sur des questions de digitalité, sur des questions de traduction qui m'intéressent particulièrement. On a invité également Benjamin Serror lors du lancement, c'est pas du tout chronologique, c'est plus par catégorie, donc là plus dans la catégorie concert, performance musicale. On avait invité Benjamin à faire un concert pour le lancement du numéro 2 de Volume, qui était donc sur ces questions de voix et de performance, et d'ailleurs il y avait aussi un texte d'Elfie Turpin sur le travail de Benjamin. Et donc Benjamin a fait un concert au café qui se trouve en face du plateau, le FRAC Île-de-France à Paris. Un concert, concert de bar en face dans le plateau. La performance a commencé dans l'enceinte de l'institution. Il s'est déplacé là où d'ailleurs tout le monde se déplace, notamment dans le vernissage de plateau, c'est-à-dire en bar en face pour boire des verres. Voilà, autre occurrence du style d'événements. On n'a pas évoqué tout à l'heure par manque de temps, mais on avait fait un entretien avec Julien Discrit et Thomas Dupuis, qui sont deux artistes qui là se sont réunis en binôme pour un projet musical, donc Music in Dreams, qui est un travail là encore de traduction, une sorte d'interprétation très subjective de la musique des rêves, c'est-à-dire la musique perçue dans les rêves, d'après une étude de l'Université de psychologie de Florence, je crois, qui a étudié justement cette question de la musique dans les rêves, c'est-à-dire qu'on perçoit dans les rêves, qui est fabriquée vraiment par le cerveau, des musiques inventées pour, c'est plus le pourcentage. Il y a une typologie, ouais, une typologie de trois types de musique qui pouvaient être perçues dans les rêves. La musique connue qui est exactement la vraie version. La musique connue mais qui ne correspond pas à la vraie version, et justement la musique entièrement produite par le cerveau lors d'un rêve. Et donc leur projet, bon, là c'était au Silencio, qui est un club privé à Paris, le club de David Lynch. Et donc à l'occasion d'une semaine dédiée au rêve, on était invité à parler de ce numéro 5 très cérébral, si on peut dire, psychédélique aussi. Et on a invité Julien et Thomas à venir présenter non pas le concert dans son ensemble, c'est sur une phase de semaine d'une heure et demie, mais un échantillon de 20 minutes de ce travail. Performance de Clémence de Montgolfier et Nikki Porce, qui forme elle le duo de Big Conversation Space, un projet très intéressant qui, comme son nom le suggère, travaille autour des formes et des mises en forme de la parole, de la conversation. Et donc là, c'était une lecture du tarot alors à distance, c'est-à-dire que là, on voit à l'image Clémence de Montgolfier avec un joyeux volontaire pour se faire tirer et lire les cartes de tarot. Et en visioconférence sur Skype, sa partenaire, Nikki Porce, qui participait du coup à cette lecture et à sa traduction simultanée et différée de cette interprétation des cartes, cette lecture des cartes. Et tout récemment, à l'occasion justement du lancement du disque vinyle issu de Sébastien Roux, on avait invité Géraldine Longueville-Geffriot, qui est à la fois curatrice mais d'un genre un peu particulier, enfin, commissaire artiste, on ne sait pas trop elle-même, on ne sait pas trop comment se définir, mais qui a un travail assez intéressant. Et récemment, là, depuis quelques temps, elle organise des dîners en invitant des artistes à concevoir un dîner, etc., dans un restaurant à Paris. Et puis elle aussi, elle s'est prise de passion pour le cocktail.
demandant de concevoir un cocktail spécifique d'après l'écoute du disque. Donc elle a conçu un cocktail River Dream à base de vodka, de minéraux, de concombre, de basilic et de sel et d'éditeur. C'était très bon, très frais. Et donc là on ne voit pas l'image, mais elle avait une sorte de petite table avec son matériel de cocktail designer. Et voilà, donc c'était une sorte de performance comme ça où elle proposait de concevoir, elle faisait un à un et donc distiller ce cocktail tout au long de la soirée dansante. Et actuellement, on développe un autre régime d'événements qui sont des conférences. Donc à la fois on peut faire de temps en temps des conférences comme ça un peu didactiques, mais aussi là, à l'invitation du CREDAC, qui est le Centre d'art contemporain privé sur scène, on vient de commencer en octobre un cycle de conférences, de 4 conférences qui auront lieu donc, tout au long de la saison 2015-2016, autour du son, écosystème, une idée du son dans l'art contemporain. Et voilà le visuel qu'on avait choisi pour la première de ces conférences donc en octobre, qui est une affiche d'une performance de Max Neuhaus, un artiste américain très très important sur cette question du son. Et voilà, cette pièce Listen qui, pour le dire très vite, était une déambulation dans l'espace urbain, invitant les personnes qui l'invitaient lui-même à déambuler dans cet espace, dans ce paysage sonore urbain, à prêter l'oreille, ou tendre l'oreille pour percevoir cet environnement sonore. Oui, voilà. Oui. Ouais. Je pense que je vais dire pour le planning. Oui, je vais faire une rapide, c'est ça. Donc, en plus de ces fonctions, disons, de critique et d'éditeur, on a donc aussi développé une pratique de commissaire d'expo autour de projets, là, pour le dire assez rapidement, qui tournent autour de questions liées à la transmission, à la diffusion, à la mise en circulation de certains contenus, à la question de la réinterprétation, et donc le cédage du disque, à la traduction, à la transposition d'une forme sous une autre. Pour évoquer, il faudra en parler assez longtemps, mais finalement le premier projet autonome par rapport à Volume, c'est ce cycle de 3 expositions qui s'appelait Le Tamis et le Sable, qui a eu lieu en 2013, tout au long de l'année 2013, à la Maison Pop, Maison Populaire à Montreuil, donc qui était sur la question de la transmission, et qui, ici, n'était pas vraiment, disons, trouvait pas son origine dans Volume. Il y avait un certain nombre de choses qui l'a relié encore à la revue, notamment c'est un projet qu'on a mené avec Antoine Marchand, qui était un contributeur très régulier de la revue. Et aussi, dont le point de départ, avec notamment la première expo, était des questions qui traversaient le 3e numéro, donc toutes ces questions de culture populaire, d'histoire mineure, de réappropriation et aussi de point de vue d'approche plus muséographique, plus didactique, dont les artistes pouvaient s'emparer. Voilà, il était question, donc le titre est emprunté à second chapitre de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, qui a été adapté au cinéma par Truffaut. Et ce qui nous intéressait surtout dans ce film, c'était la figure des hommes libres, donc qui sont des personnages, enfin un groupe de personnes que le personnage principal rencontre à la fin du film et qui chacun incarne dans une société où les livres sont systématiquement brûlés et détruits. Chacun de ces personnages, un peu comme un acte de résistance, incarne une œuvre littéraire et incarne justement la récite en étant le garant oral de ces œuvres ces œuvres écrites qui ont disparu. Donc ça nous intéressait beaucoup aussi par rapport à cette figure de l'artiste et de l'art comme potentiel territoire d'une transmission, avec toutes les questions bien évidemment que ça pose. Et il était donc à travers ces 3 expositions pas mal de questions de langage et de parole, de langage écrit, musical et sonore,
voilà, comme moyen un peu de communication privilégiée, et des formes qui pouvaient passer aussi par des types de supports assez vernaculaires ou populaires. Donc là on voit par exemple l'exemple du jukebox ou du disque vinyle, mais il était aussi question d'affiches ou de cartes postales. Voilà, une affiche ici d'Alan Petersberg qui est tirée d'un projet plus général qui s'appelle The Thinking Posters, qui recouvre normalement tous les murs. Et là c'est la première affiche de cette série qui a été reproduite à l'identique et présentée sous forme de pile, et que les gens pouvaient prendre, que les spectateurs pouvaient emporter, un peu voilà, dans cette idée de dissémination. Ce qui est inédit par rapport à ce projet des posters, on a demandé, je crois, expressément à l'artiste de pouvoir proposer en effet cette première affiche et donc le premier mot du poème de Petersberg, qui est d'ailleurs un poème fait pour être dit, parlé, même crié à l'origine, mais censuré pendant des décennies. Et la pièce elle-même de Petersberg a été faite, l'origine aurait été le fait qu'il est considéré que ses étudiants ne connaissent pas, il est enseignant à Collins, il était considéré que ses étudiants ne connaissent pas Elisberg, pour lui tout le monde devrait lire au moins une fois par semaine, ce poème à haute voix, un poème qui était fait pour être lu à haute voix. Je passe sur Petersberg. Et donc ce cycle d'exposition était accompagné aussi d'un projet d'édition qui était d'une certaine manière le prolongement et le quatrième volet de ce cycle, et qui revenait lui aussi sur justement la question de l'édition comme forme de transmission de l'exposition, également avec une durée de vie assez éphémère. Notamment aussi on revenait sur les questions liées à la vue d'exposition, voilà, comme manière de garantir la trace d'une exposition. L'une des sections de cette édition s'appelait La Réserve, qui jouait un peu sur toute la polysémie du terme, qui renvoie à la fois à ces aspects plus muséographiques, plus muséales, la réserve des collections d'un musée, mais aussi à une forme de retrait, en tout cas de mots liés à la parole. Rester sur sa réserve, c'est ne pas se prononcer, ne pas dire les choses. Et donc cette section qui réunissait donc les interventions spécifiques des artistes qui avaient proposé au cours de la troisième exposition. Là, on voit un exemple d'une des œuvres de cette expo qui s'appelait La méthode des lieux de Sébastien Rémy, qui avait donné lieu à une activation au cours d'une performance. Et donc il y en avait quatre interventions comme ça autour d'un week-end de performance qui étaient retranscrites. Oui, une journée. Oui, l'après-midi. Un moment quoi. Qui étaient donc des interventions qui donnaient lieu à leur tour dans cette publication à une nouvelle forme, sous forme d'image ou sous forme de script ou de partition, qui pouvait être potentiellement réactivé par les artistes. Il y avait aussi cette pièce, là on voit une vue partielle, mais une expo, et on aperçoit ces différents éléments qui étaient des chutes en fait récupérées par Louise Hervé et Chloé Maillet sur place près de l'atelier, en extérieur, près de l'atelier de céramique, je crois, et qui donc elles ont récupéré, rapatrié dans l'espace d'expo, présenté tel quel, et puis ensuite elles ont en quelque sorte activé ou réactivé ces éléments à travers une performance qui se passait dans l'atelier de céramique et qui évoquait ça tout en dérivant, évidemment comme ils savent si bien le faire, à travers la parole et une sorte de théâtralisation comme ça de cet épisode, et, voilà, avec d'autres éléments narratifs qui du coup donnaient aussi un peu leur sens et leur origine, en tout cas à ces éléments un peu nobles. Rapidement, donc là, ça c'était les pages du catalogue. Un projet récent qui a eu lieu de septembre à mi-novembre au Cyclope, qui est une sculpture monumentale de Jean Tinguely et de Saint-Phal à Ligny-la-Forêt, donc en banlieue parisienne, qui est encore en région parisienne. C'est limite, ouais.
implanté au Gaulier de la Forêt. Donc François Taillade développe aussi, parallèlement à ça, une programmation d'art contemporain qui se passe à la fois dans cette espèce de petite forêt alentour, et puis maintenant, à travers aussi un cycle, pas un cycle, mais une programmation de vidéos dans ce conteneur qui a été posé sur une dalle en béton juste à côté de la sculpture. Et il nous a invités à proposer une programmation vidéo autour évidemment du son. Et donc on a proposé Replay, un programme de 3 vidéos moins orienté sur cette question aussi assez épineuse finalement et intéressante du son à travers le milieu vidéo. Mais à travers ces 3 vidéos, on voulait aussi mettre en jeu justement ces résonances avec les notions qui nous intéressent particulièrement de reprise et d'interprétation, de traduction et de transmission. Donc, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails des vidéos qu'on présentait. Un film de Fabien Giraud et Raphaël Sidoni, qui est un remake d'un film de Jean-Daniel Paulet, Vassae. Un film s'appelle Vassae, comme une espèce de bégaiement comme ça de ce film d'origine, qui, pour le dire très vite, donc est un remake, sauf que là, dans leur film à eux, au moment où le film, le temple grec qui fait l'objet de ce film de Paulet est totalement occulté par cette bâche du fait d'une restauration qui a duré et qui dure encore, je crois, pendant des décennies. Donc ce qui donne évidemment une toute autre tonalité au film, qui plus est la voix off du film d'origine, là, elle est dissociée, donc peut être présentée ou pas, et là, en l'occurrence, elle n'était pas présentée parallèlement à la projection du film. Steve Rodden, donc Forest for Foreign, Steve Rodden, plasticien et musicien, et qui là, dans ce film, il a fait en fait une transposition à travers un jeu de couleurs, de code couleurs par rapport à une partition en fait, qu'il a trouvée chez sa grand-mère lorsqu'il était enfant. Et donc là, c'est une sorte de musique pour les yeux, parce que la vidéo est totalement silencieuse, et donc il y a cette espèce de film à la fois en positif et puis en négatif, de ces cases de couleurs qui apparaissent, qui représentent des notes, qu'il a peint même sur la pellicule. C'est du 16 mm. C'est du 16 mm. Et donc qui donne à voir cette musique qui est tenue inaudible. Et puis Marco Godoy avec une vidéo très courte qui montre comme ça l'installation nocturne d'un sound system en pleine jungle bolivienne. C'est la fatigue. En pleine jungle bolivienne et qui diffuse donc en continu jusqu'à l'épuisement, je crois, du matériel, de l'électrogène, du système électronique, qui diffuse donc une lecture dans la voix, pas d'Eduardo Galeano, mais la voix qui récite un texte d'Eduardo Galeano, un journaliste et écrivain uruguayen très engagé auprès des populations latino-américaines et qui donc parle d'un programme d'extermination, un plan d'exterminio qui est extrait d'un de ses ouvrages et qui parle d'arracher l'herbe à la racine comme une métaphore d'une manière de faire taire et d'assécher en quelque sorte une sorte de terreau protestataire de la part de la population. Voilà, et pour presque finir, en ce moment, on prépare entre autres un projet. En fait, on vient d'obtenir une bourse de recherche curatoriale du CNAP, toujours dans la CNAP, qui met ce dispositif d'aide au commissaire d'expo en place. C'est tout à fait nouveau. Donc, on est l'une des 3 équipes retenues cette année pour développer donc, un projet de recherche à partir des œuvres du Fonds national d'art contemporain, dont il est question de faire une restitution qui peut prendre des formes tout à fait différentes. Le cas n'est pas encore tout à fait défini. Mais en tout cas, notre projet s'intéresse
énorme comme fond. Et comment surtout, à travers un travail à la fois de recherche, de documentation et de transmission de ces informations sous forme justement aussi sous forme de récit, de mise en récit de ces œuvres à destination d'un ensemble d'interprètes qui seraient et des musiciens et des plasticiens, à qui on demanderait de venir justement à leur tour interpréter sur cette base qu'on leur fournirait, d'interpréter ces œuvres pour les remettre en circulation et à travers des formes totalement nouvelles, soit évidemment des formes qui sont plus sonores, soit parlées, soit mises en musique, soit les deux, mais en tout cas des formes assez immatérielles qui puissent exister ensuite et faire circuler ces œuvres autrement. Voilà, c'est ce qui nous occupe pour le moment, en tout cas dans une phase très préliminaire pour l'instant, qui est celle de s'immerger un peu dans cette collection, de définir encore plus, et ensuite viendra le temps de l'appel à contribution, de ce travail collaboratif et puis de l'illustration, de restitution de ces projets. Voilà, peut-être aussi juste pour conclure ce qu'on voulait aussi un peu vous dire en présentant un peu de manière un peu exhaustive, mais bon, en tout cas toutes ces différentes activités, ces différents supports avec lesquels on essaye de travailler. Finalement aussi c'est une manière de dire qu'il ne faut pas hésiter à essayer d'inventer ses propres supports, ses propres formes, d'endosser, c'est le moment un peu théorique, mais d'endosser des nouveaux rôles et des nouvelles fonctions, même si on n'a jamais fait ça avant, pour, voilà, en fonction des projets qui sont à mener. Nous, on n'était pas spécialement on n'était pas éditeur quand on avait travaillé dans l'édition, quand on a commencé à faire la revue. Enfin, voilà, on n'a jamais produit avant de disque vinyle, donc l'idée voilà, c'est d'essayer de se donner, en fonction des occasions, de se donner les moyens de réussir à porter des projets, de ne pas hésiter à les mener à bien, pour le meilleur et pour le pire. C'est une conclusion, en tout cas, de faire les choses, évidemment pas juste dans une volonté, opportuniste ou quoi, mais de mettre en œuvre des choses, ce qui aussi, dans le cas, est toujours une manière de les remettre aussi ensuite en forme, en question parfois, et finalement de faire circuler tout ça et d'apporter de l'eau à notre propre moulin de parole qui s'arrête. Des questions.